Bienvenue à Jemappes. Jemappes fait partie de la commune de Mons et de l'arrondissement de Mons-Borinage. L'histoire du borinage est intimement liée à celle de l'exploitation du charbon. Le mot borinage proviendrait d'ailleurs de borin, qui désignait les ouvriers à l'œuvre dans les mines de charbon. En 1820, la région approvisionnait en charbon la Belgique et les 3/4 des besoins français. L'exploitation de charbonnage de taille considérable fit du borinage un des berceaux de la révolution industrielle après l'Angleterre et une des régions les plus prospères d'Europe. En avril 1863 est créée la Société des Laminoirs, forge et fonderie de Jemappes, afin d'y pratiquer le pudelage. C'est un ancien procédé d'affinage de la fonte qui permettait d'obtenir du fer pudelé, un matériau de choix durant la révolution industrielle avant l'essor des aciers. À l'époque, cette industrie faisait figure de proue en matière d'affinage du fer, elle employait jusqu'à 600 personnes. À la pointe de la technologie, la commande des trains des laminoirs avait été électrifiée en 1903. Malgré la modernisation des installations, en raison de nombreuses difficultés et à la suite de la crise de la sidérurgie, cette société devenue pourtant autoproductrice d'acier de qualité ferma ses portes en 1982 dans un climat de révolte. Malgré une lutte violente pour la sauvegarde de l'entreprise, les 1200 travailleurs des laminoirs se sont retrouvés sans travail et le bâtiment s'est lentement dégradé. Aujourd'hui, Jemappes est marqué par un taux d'emploi faible, seulement 53% pour le Grand Mons, de par l'incapacité des pouvoirs publics à avoir su redresser cette région après les fermetures des industries minières, sidérurgiques et industrielles. C'est ici, à Mons Arena, à quelques mètres du site des Laminoirs, sur un endroit marqué par ce passé industriel, que l'EMR a décidé de présenter son programme et son combat en faveur du travail en vue des prochaines élections de 2024, pour signifier le redéploiement de notre pays. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux. Vous êtes plus de 2000 pour ce grand, traditionnel rendez-vous du 1er mai. Et vous le savez, c'est la dernière ligne droite. C'est l'un des derniers grands rassemblements avant le scrutin électoral du 9 juin prochain. Et vous l'avez vu dans cette vidéo, nous sommes ici à Jemappes. Ce n'est évidemment pas anodin, en plein cœur du Hainaut. On l'a dit, seule une personne sur deux en âge de travailler travaille. Voilà là des recettes de gauche et il est grand temps que ça change, Orane. Tout à fait, Kassem, il faut que ça change et ce changement, il est incarné par notre grande famille libérale. Francophones et néerlandophones sont au rendez-vous. Vous le verrez dans quelques instants, chers membres, chers sympathisants, le travail sera mis une fois de plus à l'honneur avec un panel de candidats qui connaît ces réalités très concrètes. Nous enchaînerons ensuite sur la jeunesse et l'avenir, un avenir qui s'éclaire avec une jeunesse investie dans le projet libéral. Enfin, il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, le Premier ministre Alexander De Croo, suivi de notre président Georges-Louis Boucher. Il y a quelques dizaines de minutes d'ici se trouve une commune, comme tant d'autres évidemment, mais celle-là, elle est particulière, car elle est au-dessus de la moyenne, 11 points au-dessus en termes de taux d'emploi, de taux d'activité, 64%. Là-bas, les recettes libérales, elles fonctionnent, et tout ça, eh bien, c'est grâce à une élue en particulier. Elle est tête de liste à la région pour l'arrondissement de Mons-Borinage, bourgmestre de Jurbise, mesdames, messieurs, Jacqueline Galland. Chers amis libéraux, quel plaisir d'accueillir le seul parti des travailleurs de Belgique, ici, dans la région montoise. Quel plaisir d'être avec vous aussi nombreux, ici, à Mons, à Jemappes. Et avant de continuer, je voudrais remercier notre président, parce qu'il nous fait un cadeau exceptionnel. C'est historique qu'en cette fête de travail, nous soyons ici, à Jemappes, au cœur du borinage. Merci Georges-Louis. Chers amis, vous savez ce qui me motive le plus aujourd'hui? C'est votre présence massive, votre soutien, votre militantisme, mais aussi ceux qui ne croient pas en nous, libéraux. Ceux qui dominent cette région depuis des décennies avec des recettes qui ne marchent pas.
ceux qui maintiennent cette région montoise dans une paralysie par pur calcul électoral. Et oui, par pur calcul électoral. Et pourtant, je peux vous l'affirmer, ce qui caractérise cette région, c'est le courage. L'histoire de cette région a montré combien ses habitants étaient capables d'efforts et de sueurs pour faire vivre leur famille. Cette région a pu montrer, avant la dominante rouge, combien ils étaient capables de se relever de leurs difficultés. Cette histoire, cet ancrage régional et votre présence, tout cela combiné, ça allume les feux de ma motivation et ça me pousse à prendre des risques. Ceux qui dominent ici et ailleurs la Wallonie sont fragilisés. Ils ont peur. Le piège qu'ils ont créé il y a des décennies se retourne sur eux. Ils sont aujourd'hui menacés par plus rouge qu'eux. Ils sont déboussolés par une gauche probablement plus sincère qui les talonne, voire qui les dépasse dans les sondages. Et je pourrais me réjouir de l'affaiblissement des autres. Eh bien non, je suis inquiète. Je vois ce début de campagne où ils sont nombreux à ne pas avoir d'idées ou de propositions. Et quand ils en ont, elles sont complètement déconnectées de la réalité. Sans idées, certains s'allient aux communistes. D'autres ne pensent qu'à taxer. D'autres encore changent 3 fois de nom. Ils ont cependant un point commun. Ils ne nous aiment pas. Ils détestent quand le MR est trop fort. Ils ne supportent pas que nous remportions des combats au niveau fédéral, au niveau wallon ou au niveau des communautés. Chers amis libéraux, je vous le dis, il n'y a pas de fatalité. Que nous, que vous, nous avons le pouvoir de changer les choses. Dans ma région ici de Mons-Borinage, toute ma vie, j'ai dû m'imposer dans une région rougie par le socialisme, dans une région rouge de honte, tant les traces de l'inaction et de l'assistanat sont bien présentes. Comme l'on dit en introduction, dans la région de Mons-Borinage, 1 personne sur 2 en âge de travailler ne travaille pas, alors que les indépendants pleurent pour trouver du personnel. À Mons-Borinage, l'illettrisme a atteint les 10% de la population et parfois plus dans certaines villes. Et quand Paul Magnette, hier, se gausse dans la presse pour dire qu'il y a plus d'emplois à Charleroi qu'à Jurbise, déjà, il doit arrêter de comparer l'incomparable, mais je voudrais lui répondre par 2 choses. Premièrement, mon cher Paul, je regrette ton dédain envers la région montoise. Contrairement à toi, je me réjouis qu'il y ait des emplois dans d'autres régions que la mienne. Je fais partie des Wallonnes qui considèrent que le jour où Charleroi ira, la Wallonie ira mieux. Je rêve, Paul, d'une Silicon Carolo Valley. Et ma deuxième réponse à Paul, s'il y a tant d'emplois à Charleroi, je lui demande où sont les salariés? Sont-ils maintenus éloignés des emplois disponibles par la politique que tu mènes? Moi, qui suis amatrice de cuisine, on m'a toujours dit, quand une recette ne fonctionne pas, il faut changer les ingrédients. Mes chers amis, dans quelques semaines, vous aurez le pouvoir de le faire, vous aurez le pouvoir de changer les choses. Oui, car quand on applique les recettes libérales, comme à Jurbise, on obtient des résultats différents qu'à Charleroi, et j'en suis fière. Nous, libéraux, nous voulons récompenser l'effort dès le plus jeune âge. À l'école, pour leur inculquer le bonheur de travailler pour réussir, le bonheur de ne rien devoir à personne, la chance de s'émanciper, de progresser, d'être libre, c'est l'une des clés de notre programme. Je veux également me battre pour garantir des services de proximité, soutenir les zones rurales en renforçant l'offre de services publics,
me battre pour les personnes atteintes d'un handicap, récompenser les jeunes qui en veulent ou encore garantir à nos seniors une considération et une bonne condition de vie. Je veux aussi des investissements dans la sécurité et une vraie politique énergétique. Chers amis, vous me connaissez. Je suis une femme de terrain. Madame Proximité, comme on m'appelle. Être sur le terrain, c'est votre devoir aujourd'hui. Appelez vos proches, frappez aux portes, prenez des stickers, prenez des affiches, partagez un maximum nos valeurs, s'il vous plaît. N'ayez pas peur d'aller dans les cités, dans des terrains où on ne nous attend pas. N'ayez pas peur d'aller à Mons-Borinage, partout en Wallonie, à Bruxelles. Je vous le dis, parce que le terrain me le dit, dans de nombreux endroits, ils ne voteront plus rouge. Merci à toutes et à tous pour votre soutien essentiel. Tous ensemble pour la victoire. Vive le mouvement réformateur, vive la Wallonie, vive la Belgique. À partir du premier jour où je serai ministre, j'aimerais entreprendre une évaluation du travail réalisé par ma prédécesseure, Madame Isabelle Wijkmans. Je pense qu'elle a fait un travail extraordinaire. Nous avons des défis à vaincre pour les années à venir. Nous avons besoin de toutes les forces, nous avons besoin de toutes les perspectives que la famille libérale peut apporter et que moi-même je voudrais apporter. Mais c'est surtout des questions qui concernent notre économie et ça c'est un de mes premiers défis que je voudrais entreprendre en tant que ministre de la communauté germanophone. Parmi mes toutes premières priorités, très certainement le marché de l'emploi wallon, avec près de 40 000 emplois aujourd'hui vacants, non pourvus dans notre région, et dans le même temps, 231 000 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 100 000 depuis plus de 2 années. On mesure toute l'ampleur du problème. De nouvelles mesures pour activer les demandeurs d'emploi, pour le faire plus rapidement, un chômage limité dans le temps à 2 ans et surtout une vraie réponse aux besoins de nos PME, nos commerçants et de nos indépendants pour permettre de pérenniser leur activité, de la développer et aussi pour soutenir notre région. Tout le monde sait que nous sommes écrasés par la fiscalité. Or, ceux qui travaillent ont besoin d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Dès le début, je vais m'atteler à améliorer la situation de ceux qui travaillent. Si je suis élu le 9 juin, eh bien, je vais continuer à me battre pour qu'on valorise beaucoup plus les artistes. Rappelez à quel point ces artistes sont essentiels. Nous devons les promotionner, bien évidemment à l'international beaucoup plus, mais également en être beaucoup plus fiers chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles. On doit les entendre beaucoup plus souvent en radio, on doit les voir promotionnés de manière beaucoup plus importante, on doit avoir des reportages sur eux dans tous les JT. Ces artistes sont essentiels pour rassembler les gens, pour donner du sens à notre communauté. On s'est rendu compte à quel point il l'était pendant le Covid, on doit se rappeler de cela et être toujours aujourd'hui, plus que jamais, à leur côté. En Wallonie, le Forum et les organismes de formation qui y sont liés coûtent chaque année plus de 2 milliards d'euros au budget wallon. Moi, ministre de l'Emploi, je ferai en sorte que l'on conditionne ce budget aux résultats effectifs du Forum. Comment mesurer ces résultats? Eh bien, par le nombre de demandeurs d'emploi, de chômeurs que le Forum aura effectivement remis à l'emploi. Le Forum, il doit être le partenaire de l'emploi, pas uniquement de ceux qui cherchent un emploi, mais aussi de tous les employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre et qui ne trouvent pas. Tous les jours, en Wallonie et particulièrement dans le bassin liégeois, je rencontre des chefs d'entreprise, des indépendants qui me disent qu'ils n'arrivent pas à recruter. C'est bien là le rôle du Forum, d'être partenaire aussi de ces entrepreneurs, de ceux qui osent, qui prennent des risques et qui ont besoin d'être soutenus pour tout simplement soutenir leur compétitivité. Si je suis élue, j'aurai une attention particulière à la formation. L'apprentissage de base pour nos enfants, la formation pour nos jeunes, mais également pour les métiers en pénurie. Reconnaître l'intelligence de la main. Je crois que c'est vraiment important. Le travail passe par la formation, passe par l'éducation et donc ce serait une priorité pour moi. Pour relever les défis socio-économiques, climatiques, environnementaux, du vieillissement de la population, de la santé, pour répondre aux besoins des entreprises, il faut avant tout revaloriser la formation et notre enseignement. On a besoin d'une école avec des valeurs du travail, du respect, de l'effort, du mérite. Pas une école de la démagogie où tout le monde réussit. Pas un nivellement par le bas,
mais revaloriser les diplômes. Pour nos jeunes, pour qu'ils puissent relever demain leurs défis, on a besoin de meilleures qualifications, de meilleures formations. Merci Jacqueline. Comme vous l'avez dit, le MR est le seul et l'unique parti du travail. Et nous avons donc voulu mettre à l'honneur dans ce premier panel des candidats et élus issus du secteur industriel, agricole, des professions libérales ou encore des transports publics, en connexion avec les réalités de terrain. Ils sont un peu moins visibles, un peu moins dans les médias, mais ils connaissent mieux que quiconque le mot boulot. Et pour en parler, on accueille le premier d'entre eux. Il est 3e sur la liste fédérale à Bruxelles, ancien syndicaliste à la STIB, Youssef Ndichy. Il est suivi de près par notre numéro 3 sur la liste régionale en Brabant Wallon et ancienne vice-présidente de la Fédération des jeunes agriculteurs, Anne-Catherine Dalk. On continue avec un ancien syndicaliste sonaquien, 9e sur la liste régionale pour l'arrondissement de Charleroi-Thuin, Guglielmo Pastorelli. Et enfin, il est le fils d'un des plus célèbres anciens syndicalistes du pays. Son papa aurait été le visage des forges de Clabec. Il sera candidat chef de file aux élections communales à Tubize. Merci d'accueillir Samuel Doradio. Merci à tous les 4 d'être présents. Merci pour votre accueil chaleureux. On va commencer. Anne-Catherine, on vous a récemment vu, vous avez été l'un des visages lors de la crise du monde agricole ces derniers mois. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre les libéraux? Alors je répondrai en 2 temps. D'abord, pourquoi j'ai rejoint la politique. J'ai eu l'occasion de beaucoup suivre des dossiers, de dire ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais avoir l'occasion peut-être de pouvoir le faire, de pouvoir mettre mon expertise au service de lois bien adaptées qui répondent vraiment à leurs objectifs. Et donc, j'y vais. Pourquoi les libéraux? C'est ceux qui partagent mes valeurs de centre droit. Je suis une agricultrice, je suis une indépendante, je ne compte pas mes heures, mais je suis fière de ce que j'accomplis. Le MR, c'est le parti qui est là pour le travail, qui n'a pas peur d'en parler, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de trouver sa voie, de développer ses compétences et d'y aller. Et donc, je suis très heureuse de rejoindre le MR. Merci. Et bienvenue Anne-Catherine, merci pour votre présence. Alors Youssef, je suis certain que dans cette salle, et pardon peut-être pour la dureté du propos, mais beaucoup de personnes se disent « Tiens, moi je ne comprends pas un tel écart entre les communistes et les libéraux ». Alors Youssef, que répondez-vous aux gens qui justement s'interrogent sur votre légitimité à être ici au mouvement réformateur? Et dans un second temps, que retrouvez-vous au MR que vous ne retrouvez plus au PTB? Écoutez, moi je comprends que ça peut étonner, mais en fait pas tant que ça, parce qu'en fait on est ici au 1er mai, la fête des travailleurs, et quand on voit le panel, c'est un petit peu normal que je rejoins la famille libérale. Effectivement, j'ai 47 ans, je me suis trompé idéologiquement de trouver les réponses concrètes. Je les ai trouvées il y a un temps au PTB. Aujourd'hui, je me rends compte que les solutions ne sont pas de ce côté-là, et d'ailleurs, j'en ai jamais vu réellement. Il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu beaucoup d'intentions. Aujourd'hui, au MR, moi, je veux pouvoir compter, pouvoir trouver des solutions concrètes pour les travailleurs, pour tous ceux qui veulent s'en sortir, et hors des discours de « tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout ». Moi, au MR, j'ai trouvé des vraies réponses où je pourrais vraiment apporter des choses concrètes pour l'ensemble des travailleurs. Merci Youssef. Merci. Samuel, on l'a dit, votre papa qui est présent aujourd'hui a incarné mieux que personne le syndicalisme et la défense des travailleurs fin des années 90 lorsque les forges de Clabec sont tombées en faillite. Vous êtes aujourd'hui avocat et candidat MR. Alors selon vous, le MR s'est-il adapté à son époque ou le travail a-t-il toujours été dans son ADN? Je vous remercie. D'abord, le fait peut-être d'avoir signalé que mon père était là, ça met un petit coup de pression supplémentaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir finalement dire que je suis amoureux de la famille libérale. Certains me pardonneront, mais j'aurai un propos... non. Simplement, peut-être de répondre, c'est... D'abord, je suis amoureux de ma ville et la famille libérale que j'ai rencontrée, en tout cas ces 2 dernières années, de façon intensive, à différents niveaux, correspondait bien à ma philosophie. Mais est-ce que le MR a évolué? Oui, il a évolué, mais les travailleurs aussi. Donc moi, je viens d'une
Je viens d'une commune où j'ai eu la chance de vivre une des plus grandes marches pour l'emploi, la malchance ou la chance aussi de vivre la faillite d'une entreprise, au cours de laquelle, depuis ma plus jeune enfance, j'ai été baigné dans ce milieu où les manifestations étaient lésions et où on se battait pour le travail. On ne se battait pas pour l'assistantialisme, on se battait pour le travail. Et donc, quand une entreprise ferme et que les gens qui perdent leur boulot doivent rentrer chez eux devant leurs enfants dire qu'ils n'ont plus de boulot, ce n'est pas le travail qui est perdu, c'est la dignité des personnes. Quand ils doivent annoncer à leurs enfants qu'il n'y a plus de ressources financières, qu'on n'ira plus bosser, qu'il faut serrer la ceinture, quand on a vécu ça, ce 1er mai, il est important et cette valeur du travail, elle l'est d'autant plus. Et donc, simplement, je pense que beaucoup de députés, ministres, libéraux, et notre président d'ailleurs, a tendu la main aux enfants des travailleurs de Tubize. Et donc, le libéralisme, pour nous, il nous correspond. Je pense que quelque part aussi, les travailleurs qui se sont battus à l'époque pour maintenir leur salaire, c'était aussi pour offrir à leurs enfants une formation adéquate. Ils n'avaient pas le souhait qu'on travaille tous à l'usine. Et donc, grâce à eux, d'ailleurs, j'ai pu faire mes études de droit et beaucoup d'autres Tubiziens ont fait des études. Et donc, le libéralisme, il a évolué, les travailleurs aussi ont évolué et ils se rencontrent bien dans cette défense du travail. Maintenant, je vais simplement vous dire ceci et je terminerai avec cette petite anecdote, mais les gens de Tubize sont ici en nombre. Ce sont des enfants des travailleurs, ce sont des gens pour qui le travail, ça compte énormément. Ils sont tous là, c'est assez comique, mais vous le verrez, ils sont tous là avec un polo. On peut les applaudir bien fort. On a adapté, sans voler les droits d'auteur à notre président, mais on a adapté juste que l'avenir, c'est clair. Et nous, on s'est dit qu'à Tubize, avec ce qu'on a vécu, nous forgeons l'avenir et nous essayons vraiment ces valeurs de travail et ces valeurs de formation, d'importance de l'enseignement que défend le MR, ce sont aussi nos valeurs et c'est la raison pour laquelle on se retrouve très très bien dans la famille libérale. Merci beaucoup Samuel et merci à l'équipe tubizienne et à l'ensemble des provinces et des communes présentes. Alors, Guglielmo, quand on s'est téléphoné pour préparer... Ah, je crois qu'il y a un petit... Elena, qui est ta fille. C'est ça. Et mon autre qui dansait là tout à l'heure. Exact, qui ont mis l'ambiance. Quand on s'est tout téléphoné hier pour préparer cet petit échange, on s'est dit au téléphone « Ah, mais moi, on m'appelle Pasto ». D'ailleurs, c'est ce qui est sur les fiches. Alors, on va partir avec ce surnom, Pasto, ancien échevin socialiste, originaire d'Anderlu, aujourd'hui OMR. Est-ce que vous pensez que la gauche a perdu cette valeur travail, vous qui avez connu ce combat aussi syndical? Avant toute chose, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être dans la famille libérale et votre question est pertinente. Oui, je suis un échevin ancien socialiste, mais aujourd'hui j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont donné le goût de revenir vers la famille libérale. 2 personnes. La première personne, le président Georges Le Boucher. Pourquoi? Il faut le dire, parce qu'entre les anciens et la nouvelle génération, c'est un autre monde. Chez nous, nous sommes dans une commune socialiste, et qu'est-ce qu'ils disent les travailleurs ou les petits gens? Le MR, c'est les patrons. C'est faux. Aujourd'hui, le MR fait autant de social que certains socialistes. Le MR est partout, dans toutes les régions. Aujourd'hui, j'ai une deuxième personne que je voudrais mettre à l'honneur, c'est Madame Caroline Taquin, qui est présidente de l'arrondissement. Charleroi-Thoin, à 10 km de ma commune, qui, elle, a su renverser en faisant du travail avec des libéraux, et elle fait beaucoup de social. Et ça, c'est un exemple, à nos yeux, dans notre commune. Je ne vais pas être plus long par rapport à tout le monde, mais un grand merci de votre accueil dans cette famille libérale où je me sens bien. Et ce qui me fait plaisir, c'est que chez nous, en Anderlu, on les appelle les bourlettis. Ils sont là, ils sont venus. Même des gens qui ne sont pas affiliés,
qui sont dans mon parti depuis 2018, qui nous soutiennent et nous lancerons une liste en 2024 pour rendre élus avec l'ensemble de la famille libérale. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation et votre Youssef, partage. Merci Anne-Catherine, merci Pasto et merci Samuel. On va tous les 6 descendre et on enchaîne dans quelques instants. Voilà, plutôt que de vous parler de ce que je ferai le 10 juin, je vais vous dire ce que je fais le 10 juin. Ce sera ma dernière initiative comme député provincial en charge de l'enseignement. J'ai proposé que l'on bâtisse le grand auditoire du campus provincial du nom de Madame Balfroy, l'organisatrice depuis des années de la fameuse dictée du Balfroy. Faire en sorte que notre langue française soit bien parlée, soit bien écrite par les jeunes et par tout le monde finalement, eh bien c'est une priorité du MR. Nous devons impérativement continuer à moderniser nos infrastructures. Cependant, le problème que j'ai rencontré dans mon club, c'est que les marchés publics sont non seulement difficiles d'accès, mais surtout le prix exigé pour pouvoir travailler avec les marchés publics est beaucoup trop élevé. Pour moi, demain, nous devons absolument aider les clubs à rentrer les marchés, mais surtout à les financer. Nous devons continuer à permettre à nos enfants de s'épanouir sur des terrains de sport dignes de ce nom. Nous devons viser l'excellence et c'est par des infrastructures correctes que nous arriverons à aider nos enfants à s'épanouir au mieux. Alors les premières mesures que je prendrai le 10 juin, ce sont des mesures fortes pour nos indépendants et pour nos PME. Tout d'abord, une diminution directe pour les PME du taux d'impôt des sociétés à 15% pour vraiment récompenser les petites entreprises qui sont les moteurs de notre économie. Et pour les indépendants, continuer à améliorer le statut social des indépendants par une augmentation des pensions que nous avons entamées mais que nous devons poursuivre, mais aussi en permettant le retour au travail plus facile après une période de maladie ou d'invalidité. Et enfin, poursuivre également dans le sens d'une meilleure prévention au niveau des indépendants qui sont en souffrance de stress, de burn-out. Ce sont vraiment des éléments qui participent de cette vraiment vision globale autour du statut social des indépendants que nous devons mettre en œuvre. Fiscalité, mais aussi pension et bien-être au travail, tous des éléments majeurs pour nos indépendants et nos PME. Les crèches sont essentielles, essentielles pour le développement de l'enfant, essentielles pour soutenir l'emploi et pour l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Durant cette mandature, j'ai créé plus de 3000 places en crèche en Wallonie. C'était le maximum que l'on pouvait développer à ce moment-là. Il faut poursuivre le travail. La petite enfance est une priorité. Quelques mesures pour l'illustrer. 1. Établir une liste des demandes centralisées pour faciliter la vie des parents et des directeurs de crèche. 2. Continuer à investir dans la création de places en infrastructure en tenant compte du taux d'emploi dans les communes. Et enfin, pour l'attribution des places, donner priorité aux parents qui travaillent. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas un dogme, cela doit être une réalité et il y a encore du travail. À commencer par l'emploi, justement. Si on veut augmenter le taux d'emploi, ça veut dire aussi augmenter le travail des femmes, leur donner des postes à responsabilité et ne pas les confiner au temps partiel. Il faut mettre fin au plafond de verre et aux stéréotypes sexistes. Et puis il faut une meilleure conciliation, travail, famille, cela veut dire plus de place en crèche pour celles et ceux qui travaillent. Il faut prendre en compte toutes les réalités familiales, parents solo, familles recomposées et classiques. Et enfin, qui dit libre choix, dit choisir son évolution professionnelle. Nous avons le droit de se réorienter et nous voulons le droit à la démission sans perdre ses droits acquis, parce que c'est aussi ça, la liberté. Il est temps de passer à notre second panel. Ils sont 3 et on dit souvent de cette catégorie, disons, de la population qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils sont dépolitisés. Mais est-ce que les jeunes Belges le sont vraiment? Certains disent aussi que l'engagement politique a évolué, peut-être plus dans l'expression et dans l'émotion. Mais si finalement c'était tout l'inverse, car on a vu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, une jeunesse qui était véritablement dans les rues, investie pour militer sur un ensemble de sujets. On en parle avec nos
3 prochains primo-candidats. Héloïse Renard, 5e suppléante sur la liste fédérale en Hainaut, diplômée en droit, actuellement étudiante en notariat. Suivi par Adrien Krounen, 5e sur la liste européenne, élève en réto et prochainement étudiant infirmier. Lara Zeninoulou, 41e sur la liste régionale bruxelloise, étudiante en sciences politiques. Alors merci à tous les trois d'être présents. Promis, je ne la jouerai pas à la Jacques Martin et à l'école des fans. L'idée est d'avoir des questions qui sont tout aussi similaires à celles qu'on a pu avoir. On va commencer avec Héloïse. Alors Héloïse, 23 ans, étudiante et pour la première fois donc candidate. Comment est-ce que quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience de vie, on parvient à convaincre l'électeur? Comment est-ce qu'on peut lui dire qu'un vote pour soi est un vote utile? Vous savez, je m'intéresse à la politique depuis que je suis petite et j'ai d'ailleurs été élue au conseil communal des enfants quand j'avais 10 ans. Et voilà, j'avais vraiment envie de défendre les valeurs qui me sont chères et d'aider le citoyen à se faire entendre, et notamment les jeunes, parce qu'on sait qu'en tant que jeune, c'est extrêmement difficile de se faire entendre. Et voilà, je pense que pour convaincre le citoyen, il faut tout simplement échanger, discuter, s'intéresser au citoyen et vraiment lui soumettre des propositions concrètes. Et voilà, le fait que je n'ai pas d'expérience, je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque les citoyens pourront vraiment s'identifier. Et qu'est-ce qui, par exemple, sera un de vos combats? L'accès à la propriété. Surtout l'accès à la propriété, c'est en lien avec mon master en notariat que j'effectue cette année. Et je sais que quand j'en discute avec les jeunes, c'est vraiment une préoccupation majeure. Merci Héloïse. Lara, c'est également votre première campagne. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans cette campagne? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Alors moi, c'est déjà ce qui m'anime, c'est la passion. J'ai grandi dans une famille qui était très intéressée par la politique. Alors, j'ai eu envie de prendre mes responsabilités en main et d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice à mon humble échelle. Et ce qui me tracasse le plus, c'est que c'est ma première campagne. J'ai peur peut-être d'être mal comprise ou que mes propos sortent de leur contexte, comme la plupart des gens, je pense. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de faire ma première campagne. Alors Lara, c'est vrai qu'on pense souvent à l'ensemble des candidats qui sont présents sur nos listes, qui sont peut-être parfois pas à des places forcément éligibles. 41e à Bruxelles, comment est-ce qu'on se démarque des autres et comment est-ce qu'on avance dans cette campagne? Déjà, comme je l'ai dit, c'est ma première campagne. Alors, quand on m'a proposé de figurer sur la liste, j'étais très honorée. Et c'est vraiment pas la place que je regarde. Peu importe la place, il faut se battre pour ses convictions et faire l'effort nécessaire pour. Et je pense que ma jeunesse est une force. Je suis la plus jeune candidate de la liste. Je suis aussi enfant d'une famille belgo-turque. J'ai grandi dans les deux cultures, j'ai baigné dans les deux cultures et je pense que je peux mettre une pierre à l'édifice dans une ville aussi diverse que Bruxelles. Merci beaucoup Lara pour ce témoignage. Alors Adrien, le plus jeune du panel, 19 ans, présent sur la liste européenne. Pourquoi si tôt, si jeune, vouloir déjà tenter l'Europe et peut-être pas, comme les voisines, un autre niveau de pouvoir? C'est drôle parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi déjà être intéressé à la politique à seulement 19 ans? Souvent je réponds parce que la politique c'est quelque chose qui nous anime tous les jours, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait découvrir de nouvelles choses et surtout qui nous aide, qui peut aider la population un maximum. Pourquoi l'Europe? Parce que depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis adolescent, donc je le suis toujours évidemment, j'espère encore longtemps, mais surtout en fait je suis né et je vis et j'ai vécu dans un projet et ce projet c'est le projet européen. Depuis ma jeunesse, je suis acteur dans ce monde-là et je crois que c'est ce que Madame Wilmès voulait dans cette liste. C'était des personnes qui étaient convaincues que l'Europe devait être forte pour la prochaine législature. Et donc à seulement 19 ans, j'ai eu la chance d'aller aux Nations Unies à Genève représenter cette jeunesse, les jeunes travailleurs partout dans le monde. En 2016, j'ai eu la chance de représenter la jeunesse pour la Commission européenne pour le climat. Et
je crois que l'Europe, c'était naturel parce que c'était quelque chose finalement qui me paraissait évident, mais surtout qui me passionne et que je crois la jeunesse a quelque chose à dire là-dessus. On l'a vu, l'Europe, c'est quelque chose qui fait beaucoup pour la jeunesse, avec le programme Erasmus+, notamment, c'est le fait de pouvoir voyager, étudier dans d'autres pays, ou alors simplement l'année passée, l'Europe avait dédié une année entière à la jeunesse, une jeunesse forte, et d'ailleurs je crois qu'on est beaucoup de jeunes maires dans cette salle qui méritons d'être entendus, et je crois que c'est le cas cette année pour les élections. Est-ce que vous envisagez un parcours en politique ou plutôt juste un moment? Est-ce que vous envisagez un long parcours en politique ou plutôt juste un moment? Alors ça, c'est une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est que si je commence à 19 ans, jusqu'à où je vais tenir? Non, plus sérieusement, j'y ai longtemps réfléchi et je crois que finalement la politique, pour moi, c'est quelque chose qui peut être ponctuel ou quelque chose qu'on peut lancer comme ça. Je crois que juste s'engager, c'est déjà pas mal, pas forcément en politique. Au début, j'ai longtemps réfléchi d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais faire l'année prochaine? Je suis toujours en réto, quelle étude je vais entamer? Est-ce que je fais Sciences Po? Est-ce que je fais droit? Et non, c'est vers les soins infirmiers que je m'oriente parce que je crois que je peux faire les deux en même temps, ou pourquoi pas faire un seul, devenir infirmier, un métier de passion, et on verra où l'avenir me mène, mais je reste ouvert à toute proposition. Merci beaucoup à tous les trois pour votre partage. Merci Héloïse, merci Adrien, merci Lara. On revient dans quelques instants, juste le temps pour nous de découvrir une nouvelle vidéo. Bruxelles est une capitale pleine d'opportunités, pleine de talents, pleine de richesses, mais beaucoup trop de Bruxelloises et de Bruxellois désespèrent de la malpropreté, de l'insécurité, de la mobilité, de toute une série d'éléments qui malheureusement viennent gâcher la belle image que l'on a de notre magnifique région. Je leur dis, tenez bon, il vous reste un espoir, c'est ce 9 juin. Après 20 ans où le MR est dans l'opposition à Bruxelles, nous avons les réformes prêtes à être imposées dès les 100 premiers jours pour revoir la mobilité, augmenter le taux d'emploi, nettoyer les rues, nettoyer la gare du Midi, bref, refaire de Bruxelles une région qui chante, une région qui est belle, une région qui est ensoleillée. On y croit et sur vous, je sais que je peux compter. Ma première mesure, si, comme je l'espère, je suis élue au Parlement fédéral, sera de soutenir nos entrepreneurs en baissant la pression fiscale qui pèse sur leurs épaules, parce qu'on sait que ce sont eux qui vont créer leurs jobs, qui vont créer de la richesse pour notre société. Je veux prendre, après le 9 juin, une mesure phare pour la Wallonie et faire en sorte de créer un cadre de gouvernance qui permette à nos entreprises, à nos indépendants, à nos petits et moyens commerçants de pouvoir se développer de manière simplifiée, de manière enthousiasmante pour que leur travail ait du sens demain et qu'ils puissent engranger les revenus de celui-ci. Alors si je suis élu, ma première décision c'est de simplifier. Simplifier nos institutions. Il y a trop de bidules en Wallonie et ça coûte beaucoup trop cher. Simplifier également toutes les démarches administratives, que ce soit pour les agriculteurs, les entrepreneurs. En Wallonie, il y a beaucoup trop de freins à l'esprit d'entreprendre au sens large. Alors vraiment, simplifions pour que l'avenir s'éclaire. Si je suis élu le 9 juin prochain, une des premières mesures au lendemain des élections, ce sera d'essayer enfin que nos routes wallonnes soient praticables pour l'ensemble des Wallons et des Wallonnes, parce qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique, ça met vraiment en danger la vie de l'ensemble de nos concitoyens, et donc ce sera un dossier sur lequel je me battrai dès le 10 juin. Donc, une des actions prioritaires qu'on doit mettre en place, c'est l'évaluation de nos politiques publiques. C'est vraiment essentiel pour la bonne gestion de nos institutions. On ne peut plus entendre le « on a toujours fait comme ça ». On doit vraiment se dire qu'un euro public doit être utilisé et avoir le même respect que si c'était un euro de nos deniers privés. Ça doit vraiment être le leitmotiv. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures l'ardoise de décisions séduisantes mais insoutenables. Bienvenue à tous pour ce premier 1er mai libéral en province de Hainaut pour fêter la vraie fête du travail. Le travail moins taxé, mieux récompensé, pour fêter les gens qui veulent travailler, qui travaillent, qui entreprennent, qui ont travaillé,
qui ont pu entreprendre. Si nous restons ainsi mobilisés, ensemble, sur le terrain, pendant 40 jours, j'en ai la conviction, chers amis, ces réformes pour le travail, pour les travailleurs salariés, pour les travailleurs indépendants, nous saurons les faire parce que nous aurons gagné des élections. Vous le savez, le mouvement réformateur a un projet très fort pour l'Europe. D'abord, une Europe proche de vous, proche de nous, une Europe qui travaille à l'endroit, c'est-à-dire à partir des réalités sur le terrain et pas à partir de sa tour d'ivoire. Une Europe aussi qui s'affranchit de ses dépendances. On l'a vu avec l'énergie, avec les masques pendant la crise du Covid, à quel point nos dépendances nous rendent vulnérables. Nous voulons travailler à une Europe qui soit forte, forte pour elle-même, forte pour ses citoyens, forte pour vous. Une Europe qui s'affranchit de ses vulnérabilités, c'est une Europe qui prend son destin en main. Ce n'est pas une Europe qui se referme sur elle-même parce qu'on sait qu'un emploi sur 6 en Belgique dépend du commerce international. Mais c'est une Europe qui va se développer en interne, qui va développer des entreprises, que ce soit dans le secteur énergétique, de la défense, de la santé, pour ne citer que cela. Et ces entreprises, eh bien, elles créent de l'emploi. Et ça tombe bien, nous sommes le 1er mai, le jour de la fête du travail. Bonne fête du travail à tous. Et vous aurez reconnu sur l'ensemble de nos vidéos les mesures phares défendues par nos têtes de liste aux différents niveaux de pouvoir. L'occasion de les saluer et de remercier l'ensemble de nos candidats. 376 au total pour ce scrutin du 9 juin. On peut encore vraiment les applaudir. Et dans quelques instants, notre président Georges-Louis Boucher viendra prendre la parole à quelques semaines des élections, un moment marqué par des messages forts. Mais juste avant lui, il est temps d'accueillir un autre libéral et pas n'importe lequel. Vous le savez, l'EMR et l'Open VLD font liste commune à Bruxelles, la famille libérale en force qui représente la véritable alternative aux 50 nuances de gauche pour notre pays. C'est un personnage populaire dans notre royaume. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit le Premier ministre Alexander De Croo. Alors là, quel accueil, quel accueil. Alors, chers amis libéraux, chères Montoises, chers Montois, quel superbe accueil, et je dois dire vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous voir ici, tous à Mons. Alors, vous savez pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis convaincu que notre pays a besoin de libéraux. Et surtout que notre pays a besoin de plus de libéraux. Et si je vois l'état d'esprit dans cette salle, je pense que clairement, ici, on est sur la bonne voie. Félicitations. Alors, chers amis, les dernières semaines, certains ont ouvert les placards. Et on a eu plein de choses qui ont été lancées. Les socialistes, par exemple, qui viennent avec 15 milliards de nouvelles taxes. Et on sait très bien, ces taxes, c'est toujours vers le même public que ça s'oriente, vers celles et ceux qui entreprennent, celles et ceux qui créent de la valeur dans notre pays. Notre pays, dans lequel aujourd'hui, il y a 200 000 emplois vacants. Dans nos entreprises, mais aussi dans nos écoles, aussi dans nos hôpitaux, on cherche des gens. On cherche des gens qui viennent avec des solutions par rapport à nos besoins. Alors, à ce moment où il y a tellement de jobs vacants, la solution des socialistes, ce n'est pas
d'essayer de convaincre d'avoir plus de gens qui travaillent, mais c'est de dire que ceux qui travaillent doivent travailler moins et ils proposent la semaine des 32 heures, tandis que la logique serait quand même de regarder comment est-ce qu'on peut avoir plus de gens qui travaillent, une logique libérale que nous, naturellement, mettons tous en valeur. Et ça c'était du côté des socialistes. Et puis, vous savez, en Flandre, vous avez, depuis son bureau à Anvers, Bart de Wever qui nous promet la prospérité. Mais honnêtement, quelle prospérité? Est-ce que c'est la prospérité en Flandre, une Flandre qui ne parvient pas à offrir un avenir à ses agriculteurs? Ou d'une Flandre qui étouffe l'esprit d'entreprise par la multiplication des permis et qui casse toute perspective pour nos aéroports? Est-ce que vraiment dépecer notre pays, couper notre pays en morceaux, comme si cela rendrait notre pays plus fort? Qui peut aujourd'hui encore croire à cette histoire? Il est temps de le dire. Et il est temps de le rappeler. Il existe aussi une autre voie qui va à l'encontre de cette fable. Cette fable selon laquelle les francophones de ce pays ne pourraient pas avoir d'ambition, que leur souffrance serait la faute de leurs méchants patrons et de facteurs financiers, qui serait destiné à dépendre indéfiniment de l'argent de la Flandre. Une sorte de fatalité qu'on essaye d'expliquer. Et qu'en échange, ils accepteraient de s'enfermer pendant 500 jours dans des châteaux pour déconstruire notre avenir commun. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de déconstruire notre avenir que nous avons en commun? Est-ce que cela rendra notre quotidien, votre quotidien, vraiment meilleur? Vous savez, chers amis, comme Premier ministre, durant ces 4 dernières années, j'ai eu la chance de sillonner notre fantastique pays. Et il faut le dire, nous vivons dans un fantastique pays. J'ai eu la chance de visiter, par exemple, les laboratoires d'Universel à Charleroi, qui, ensemble avec la Fondation Gates, est en train de démocratiser les vaccins contre la polio pour le monde entier. J'ai eu la chance de visiter les Liégeois de John Cockerill, dont la technologie est en train de révolutionner le monde de l'hydrogène dans le monde entier. J'ai aussi eu la chance de rencontrer les développeurs d'Odoo, qui marchent sur le monde avec ces logiciels Made in Belgium. Son patron, Fabien Pinkers, engage chaque jour une personne dans le Brabant wallon. Chers amis, moi j'ai vu cette Wallonie qui entreprend. Moi j'ai vu cette Wallonie qui gagne. Et ne tombons pas dans le piège. Les Wallons et les Flamands ne sont pas si différents. Wallons et Bruxellois, chers amis, ce que j'ai vu, c'est que Wallons et Bruxellois, quand ils ont une entreprise ou ils ont une petite affaire, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur écoute, qu'on cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, qu'on leur respecte quand ils sont en train de bâtir leur prospérité, leur entreprise. Ça, c'est les Wallons, c'est les Bruxellois. C'est la même chose avec les Flamands. Vous savez, les Wallons et les Bruxellois, quand ils travaillent, ce qu'ils souhaitent, c'est que leurs efforts soient valorisés, qu'on leur offre la flexibilité de s'organiser, de créer de l'emploi. Ça, c'est ce que les Bruxellois et les Wallons veulent.
c'est exactement ce que les Flamands veulent aussi. Arrêtez de créer des contradictions entre nous, arrêtez d'essayer de cliver les pays entre nous. Les Belges, les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, on a les mêmes espoirs et on va tous ensemble travailler pour les réaliser. Et chers amis, j'ai parlé de flexibilité. Ben, vous savez, ce gouvernement a réalisé plein de choses dans ce domaine. Nous avons rendu le travail des étudiants plus libre et nous avons étendu le système des flexi-jobs. Alors, le système des flexi-jobs, c'est une invention libérale. Une invention libérale qui, aujourd'hui, permet à 130 000 Belges de mettre du beurre dans leurs épinards en optant pour un job complémentaire dans l'ORECA et grâce à nous, aujourd'hui, dans 20 autres secteurs qui offrent des solutions à des pénuries d'emplois qu'on a aujourd'hui. Et c'est grâce à nous, les libéraux, qu'on l'a fait. Vous savez, sous cette législature, 300 000 emplois ont été créés. C'est grâce aux libéraux. Nous avons augmenté les pensions minimum et c'était d'abord au bénéfice des indépendants. Pour la première fois en Belgique, l'accès à cette même pension minimum va être conditionné. Il faudra 20 ans de travail effectif avant d'y avoir droit, grâce aux libéraux. Et nous avons prolongé 2 centrales nucléaires pour 10 ans. C'est grâce aux libéraux. Et honnêtement, je dois dire merci Georges Louis. Merci Georges Louis de jamais avoir lâché sur ce sujet-là et d'avoir persévéré sur ce sujet-là. Je pense, chers amis, qu'on peut être fiers de ce bilan libéral de ce gouvernement que nous menons ensemble. Alors, taux d'emploi record, pouvoir d'achat préservé, croissance en forte hausse là où nos voisins patinent, répartition des richesses parmi les plus équitables du monde malgré le Covid, malgré la crise de l'énergie, notre pays est aujourd'hui plus fort qu'il y a 5 ans et c'est grâce à nous et on l'a fait ensemble avec Sophie. Merci pour tout le travail que tu as fait. Au début de Covid, ce n'était pas évident et on l'a fait ensemble. Alors, maintenant, notre pays est plus fort qu'avant la crise. Donc maintenant, il faut construire sur ce socle. Et honnêtement, les priorités, elles sont connues. Nous devons assurer que nos PME et nos start-up puissent trouver les talents qu'elles recherchent pour continuer à être le moteur de notre économie et être le moteur de notre croissance. Nous devons travailler sur nos dépenses publiques, sur notre budget, pour que l'enseignement de nos enfants, pour que la qualité exceptionnelle de nos soins reste garantie à l'avenir. Et nous aurons besoin de tout le monde pour y parvenir. Et cela passera pour les libéraux par une limitation dans le temps des allocations de chômage, par, chers amis, un travail. Naturellement, un travail, c'est un salaire. Mais un travail, c'est bien plus qu'un salaire. Un travail, c'est un cercle social. Un travail, ce sont des collègues, ce sont des amis. C'est ce qui nous amène chaque jour à repousser nos limites chaque jour. Et c'est le juste effort contre la juste contribution à notre système social si protecteur. Si on veut un système social qui nous protège, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent et qui comprennent que le travail, c'est un acte de solidarité. C'est comme ça qu'on maintient la solidarité. Mes chers amis, soyons clairs, ce n'est pas acquis. Celles et ceux qui travaillent au quotidien à la richesse de notre pays, en échange
doivent être mieux valorisés. Et nous le ferons. Nous le ferons via des réformes qui permettront de gagner au minimum 500 € net par mois, plus que celles qui ne travaillent pas. Et chers amis, on le fera dans le travail, mais il faut le faire aussi pour les pensions. Ça, on sent que... On sent. Parce qu'en effet, madame, il n'y a rien de plus irritant d'avoir travaillé, d'avoir contribué pendant toute sa carrière pour finir de toucher exactement la même chose que celles et ceux qui n'ont jamais contribué. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste. Et donc, nous nous assurerons que dans le travail, mais aussi dans les pensions, il y ait toujours une différence de 500 € net par mois entre ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont jamais travaillé. Ça, chers amis, ça, c'est juste. Alors, chers amis, rarement la famille libérale n'a été aussi bien placée pour imposer un nouveau leadership à notre pays. À Bruxelles, où nous faisons une liste commune fédérale. Et en Wallonie aussi, où le MR doit insuffler un nouveau souffle. Ce leadership, il est nécessaire. Parce que le libéralisme, c'est être fidèle à nos valeurs. C'est s'attaquer aux problèmes. C'est contribuer à dégager des réponses. Le libéralisme, c'est le courage d'agir, où d'autres sont des spécialistes à pointer du doigt, à toujours dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Nous, les libéraux, la première chose qu'on fait, c'est regarder qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut améliorer nous-mêmes les choses auxquelles on est confronté. Alors, chers amis, pour finir, vous savez, je n'ai peut-être pas de tatouage. Et lui, il ne porte pas souvent la cravate. Et on n'a pas toujours la même méthode. Mais aujourd'hui, si j'ai une certitude politique, c'est qu'avec Georges Louis, nous partageons la même priorité avec Sophie et avec vous tous. Et cette priorité, elle est extrêmement claire. Cette priorité, c'est ensemble faire grandir notre pays. Ensemble, permettre à tous les Belges de déployer leurs ailes. Je vous souhaite tous un excellent 1er mai. Merci beaucoup et bonne campagne à vous tous. Ces 5 dernières années, le MR s'est renforcé en augmentant son nombre d'adhérents, en rafraîchissant son image à travers un nouveau logo, en ayant des positions claires ou encore en réformant ses statuts pour rendre le mouvement plus moderne, plus démocratique, plus ouvert et plus paritaire. Autant d'initiatives menées par notre président, Georges-Louis Boucher, élu à la présidence en novembre 2019. Suite aux élections de 2019, le MR a été en capacité de rester au pouvoir en Wallonie, aux côtés du PS et des colos. Des partis de gauche face auxquels nos ministres Willy Boursu, Adrien Dolimon et Valérie Debu ont défendu nos valeurs libérales.
À leur bilan respectif, la réforme des outils économiques wallons, le développement des infrastructures sportives ou encore l'essor de la marque Visite Wallonia. Dans le même temps, le MR retrouvait alors le pouvoir à la Fédération Wallonie-Bruxelles, après 15 ans d'opposition. Avec les mêmes partenaires, Pierre-Yves Géolet, Valérie Latini et puis Françoise Berthiaud, ont incarné le projet libéral à ce niveau jusqu'à la trahison du PS et d'Écolo, alliés aux communistes du PTB pour s'aborder le décret paysage. Le gouvernement n'a eu de cesse de travailler pour améliorer la qualité de notre enseignement. Au niveau fédéral, le MR aura marqué l'histoire en installant pour la première fois une femme au poste de Premier ministre. Sophie Wilmès accède à la fonction en octobre 2019, à la tête d'un gouvernement en affaires courantes. Elle prend ensuite la tête d'un gouvernement de crise en mars 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Vivaldi, voilà là le nom du nouveau gouvernement fédéral formé en septembre 2020 sous l'impulsion de notre président Georges-Louis Boucher, réunissant 7 partis. Autour du Premier ministre Alexander De Croo, nos ministres, David Clarinval, Sophie Wilmès, ensuite Adja Labib et Mathieu Michel, réussiront cependant à imposer un changement de cap majeur. Le maintien du nucléaire, indispensable pour garantir notre sécurité d'approvisionnement, des prix abordables et le respect de nos objectifs climatiques. Au niveau fédéral, le MR obtiendra également des avancées importantes en matière de sécurité et de justice, dans un contexte où la menace terroriste est toujours bien présente, où plusieurs policiers sont tués durant leur service et où les trafics de drogue entraînent une spirale de violence dans les grandes villes. Durant toute cette législature, les libéraux n'ont jamais cessé de rappeler l'importance du travail. Créer de l'emploi, mieux récompenser les personnes qui travaillent, épargnent et investissent, un meilleur accompagnement des personnes inactives vers le retour à l'emploi, c'est l'ADN du mouvement réformateur. En la matière, il reste fort à faire pour changer les mentalités dans notre pays. Cela reste un axe prioritaire du MR pour la prochaine législature, avec des projets à concrétiser à tous les niveaux de pouvoir. Alors ensemble, plus que jamais, avec les libéraux, l'avenir, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ce congrès touche doucement à sa fin et dans quelques instants, vous pourrez profiter du barbecue des familles ou encore du village des enfants. Merci à nos ministres et élus sur le terrain pour le travail acharné depuis presque 5 ans maintenant. Merci aussi à vous, chers membres, chers sympathisants, pour votre mobilisation. Vous l'aurez compris, c'est la dernière ligne droite. On compte sur vous. Il est maintenant temps d'accueillir celui qui, au soir du 9 juin, fera du mouvement réformateur la première force politique en Belgique francophone. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup, merci 1000 fois pour l'accueil. Je vous demanderai quand même d'attendre le discours parce qu'on ne sait jamais. Mais en tous les cas, c'est un accueil qui me fait très chaud au cœur. Et votre motivation surtout fait plaisir à voir aujourd'hui. Votre motivation qui est pleine, entière, on l'a vu tout au long de ces discours. On va le voir surtout dans les prochains jours. Mais aujourd'hui est un jour un peu particulier pour notre formation politique, puisque c'est le dernier grand rassemblement avant les élections du 9 juin prochain, particulièrement sur un sujet que nous avons réussi à réimposer dans le débat public, celui du travail. Ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas parlé de travail. On a beaucoup parlé de chèques, on a beaucoup parlé d'aide sociale, on a très peu parlé de travail dans le monde francophone. Alors c'est aussi un peu particulier pour moi, parce qu'en fait, figurez-vous que j'ai passé mon enfance à 500 mètres d'ici, à la rue Jules d'Estrée, ça ne s'invente pas, à Carnion. Je dis souvent que j'avais toutes les qualités pour devenir un socialiste, mais justement, je les connais trop bien. Et j'ai surtout vu leur bilan, ce qui m'a vacciné à vie
contre le fatalisme. Alors, quand je disais que j'ai passé mon enfance à 500 mètres d'ici, eh bien, j'ai pu voir ce que l'assistanat et le trop-plein d'aide sociale pouvaient amener. Ça a détruit l'espérance, ça a détruit les territoires, mais ça a surtout généré un facteur, c'est que ça a réduit considérablement les horizons, les perspectives de milliers de jeunes et d'enfants. Le problème, je le dis souvent, de la Wallonie et de Bruxelles, ce n'est pas la misère économique, c'est la misère culturelle. C'est cette idée selon laquelle, parce que votre grand-parent était demandeur d'emploi, que votre papa l'était aussi, que votre seul avenir serait, vous aussi, d'être un allocataire social. Notre présence aujourd'hui à GEMAP, c'est avant tout pour ces personnes, pour leur dire ne baissez pas les bras, ne succombez pas au fatalisme. Il y a un espoir, il y a une autre voie. Vous aussi, vous avez le droit de réussir votre vie. Vous aussi, vous avez le droit de gagner de l'argent. Vous aussi, vous avez le droit à retrouver ce qui est si important, évoqué tout à l'heure par Samuel, votre dignité. Parce que oui, le travail, c'est plus qu'un salaire. C'est une place dans la société. C'est aussi pour des femmes et des hommes la possibilité de quitter leurs conditions de vie. Et je veux aujourd'hui, par la présence du mouvement réformateur à GEMAP, leur dire que demain, oui, à GEMAP aussi, il est possible de prendre son destin en main grâce au mouvement réformateur. Alors, je le disais, j'ai vu ce qu'ils ont généré et souvent, tout à l'heure, Alexander en parlait, certains s'interrogent sur le style du MR, sur cette volonté, sur cette opiniâtreté, sur cette proactivité. Mais dites-vous bien une chose, ce style, il ne vient pas de nulle part. À titre personnel, il n'y a pas un jour durant ma présidence où je n'ai pas pensé à ces femmes et ces hommes, des anciens bassins industriels wallons, que ce soit ici à Mons, que ce soit à La Louvière, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Liège, que ce soit dans toute une série de quartiers bruxellois ou à Tubize. Il n'y a pas un seul instant où je n'ai pas pensé à ces gens. Il n'y a pas un seul instant où je n'ai pas eu en moi cette colère d'entendre des bobards, d'entendre systématiquement cette politique du chèque, d'entendre ce misérabilisme. Alors oui, ça met en colère, mais on ne doit pas s'arrêter à la colère. Cette colère, elle doit nous donner une énergie positive, l'énergie de celles et ceux qui feront les réformes, l'énergie surtout de celles et ceux qui n'auront pas peur de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, si la gauche nous en veut tant, c'est parce qu'à force de s'éloigner de la vérité, elle déteste de plus en plus ceux qui la disent. Alors soyez fiers. Soyez fiers de ce discours vérité. Parce que tout à l'heure, quand vous voyez Pastorelli, quand vous voyez Andichi, quand vous voyez aujourd'hui la présence de quelqu'un comme Roberto Dorazio, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir, parce que c'est courageux quand on vient de la gauche d'oser venir ici. Eh bien, quand je vois la présence de ces gens, je me dis qu'on n'a peut-être pas encore gagné, mais je me dis aussi qu'on a réalisé quelque chose de grand. C'est qu'on a réussi à faire en sorte que ces personnes qui, ça a été dit tout à l'heure, ne se sont jamais battues pour des allocations. Ils se sont battus pour le travail, pour la dignité des travailleurs. Et la dignité des travailleurs, elle n'est pas avec des allocations. Elle est grâce à la formation, grâce à la mise à l'emploi, grâce à ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font quelque chose de leur vie, en priorité pour leurs enfants, mais aussi pour l'ensemble de la société. Alors vraiment,
quand je vois leur présence aujourd'hui, je peux vous dire une chose, on a déjà gagné une bataille. Le mouvement réformateur, c'est le vrai parti du travail, c'est le grand mouvement populaire qu'on a toujours voulu. Alors bien sûr, face à ces 50 nuances de gauche, nous devons apporter un projet enthousiasmant, un projet porteur. Celui, je le disais, qui fera des réformes, qui ne va pas promettre monts et merveilles. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas des chèques en plus. Vous n'entendrez pas de la dépense publique en plus. Parce que les finances publiques, on n'en parle jamais. Mais les finances publiques, c'est notre patrimoine commun. Aujourd'hui, chaque enfant qui naît dans cette région a une dette de près de 60 000 €. Avant même d'avoir commencé à respirer, un nouveau-né doit déjà payer via ses impôts 60 000 € de dette avant de commencer sa vie. Autant d'argent qu'il pourrait mettre dans un projet pour une maison, pour des loisirs, pour créer son entreprise, pour pouvoir simplement choisir sa vie. Alors aujourd'hui, oui, le mouvement réformateur, ce n'est pas le mouvement où on rase gratis. C'est le mouvement qui voudra que la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire ne pas dépasser 3% de déficit, soit inscrite dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, la vraie irresponsabilité, ceux qui détruisent la sécurité sociale, sont ceux qui, chaque jour, dépensent plus que ce qu'ils ont. Ce sont ceux qui, chaque jour, créent les déficits et les entretiennent. Alors oui, je n'ai pas peur de vous le dire et je vous regarde tous dans les yeux en vous le disant. Moi, le garçon de Mons, je suis profondément attaché à la sécurité sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les finances publiques soient gérées, c'est la raison pour laquelle nous voulons que les travailleurs soient récompensés, parce que cette sécurité sociale, si elle vit, c'est grâce aux 4,5 millions de travailleurs qui, chaque jour, se lèvent et font des efforts pour leur pays. Alors, pour permettre à plus de gens de travailler, je l'ai dit, nous aurons besoin de réformes. Et la première réforme, elle sera au niveau de l'enseignement. Elle sera au niveau de l'enseignement parce que, vous savez, aujourd'hui, plus de la moitié des demandeurs d'emploi en Wallonie n'ont que peu ou pas de qualification. C'est encore pire à Bruxelles. Il est là le nœud du problème. Il faut leur donner les outils. C'est pour ça qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, Françoise Berthiaud et avant ça Valérie Glatini ont voulu rendre les lettres de noblesse de l'école. Certainement pas basées sur un élitisme financier. Nous avons refinancé les bourses, nous avons refinancé l'aide à la réussite, mais uniquement récompenser le mérite, le travail, les compétences. Aujourd'hui, le mouvement réformateur veut un abaissement de l'obligation scolaire à 3 ans. Nous voulons vérifier que chaque enfant sait lire, compter et écrire en 3e année primaire. Parce que oui, mesdames et messieurs, et ce n'est pas du populisme. Si j'ai voulu que le parti vienne aujourd'hui à Mons, c'est pour montrer à toutes celles et tous ceux qui nous disent que c'est du populisme, de pouvoir leur montrer comment les gens vivent, pouvoir leur montrer que dans toute une série d'écoles, on diplôme des enfants qui n'ont pas les compétences de base. Et qu'aujourd'hui, non, Madame Désir, la solution n'est pas de permettre à des enfants d'entrer à l'école en 3e maternelle et d'aller sans se faire arrêter jusqu'en 3e secondaire. C'est profondément irresponsable. C'est profondément irresponsable de permettre à des enfants de voir les années passer, de louper les moments les plus importants de la vie, qui sont les 4 à 5 premières années, et ensuite, au moment de l'adolescence, de se rendre compte que ces enfants auront un tel retard
que leurs perspectives d'avenir sont gâchées. Alors oui, le projet libéral, c'est le projet de l'égalité des chances. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre nationalité, le rôle de l'État, c'est de vous donner les outils pour prendre votre vie en main. Et ces outils, c'est par une réforme profonde de l'enseignement que nous y arriverons. Alors, il n'y a bien évidemment pas que l'école, il y a aussi la formation professionnelle. La formation professionnelle ne doit plus être occupationnelle. Nous devons financer les centres de formation au prorata des personnes remises à l'emploi. Il n'est plus possible de financer la 7e ou la 8e formation pour des demandeurs d'emploi uniquement pour les faire sortir de statistiques. La formation professionnelle doit être un atout pour permettre aux gens aussi de changer de vie. Parce que c'est aussi une aspiration de la jeunesse, de ne pas être enfermé dans son emploi. Il est fini le temps où on commence un emploi jusqu'à la fin de son existence. Les gens voudront changer. Il faudra pour ça donner plus de flexibilité. C'est la raison pour laquelle, avec un droit au chômage limité dans le temps, le mouvement réformateur propose un droit à la démission. Car nous considérons qu'il vaut mieux permettre aux gens de changer l'orientation de leur vie que de les maintenir dans des certificats d'invalidité fictifs ou de les envoyer au chômage. Oui, la réforme, elle se fera aussi par plus de confiance envers nos citoyens et plus de flexibilité sur le marché du travail. Ça veut dire plus de confiance envers les travailleuses et les travailleurs. Alors, vous l'avez compris, le travail est au cœur de notre projet. Le travail doit être revalorisé via le salaire, et j'y reviendrai. Mais il doit être revalorisé aussi par la parole. Il doit être revalorisé par le respect. Le travail que l'on mène à l'école, le travail que l'on mène au niveau associatif, le travail que l'on mène au niveau sportif. Le travail que vous exercez chaque jour parce que vous aidez vos voisins ou une personne isolée. Le travail que vous exercez via votre emploi. Le travail, c'est le moteur de notre développement. C'est le moteur de notre bien-être. Alors, si on veut mieux récompenser les travailleuses et les travailleurs, il faudra arrêter de taxer. Alors, moi, ce soir, j'ai un message, même si on n'est pas encore le soir, mais il fait tellement sombre. Mais ce matin, j'ai un message. Je m'adresserai à Raoul. Parce qu'en fait, Raoul, c'est devenu le vrai patron de la gauche. Je le félicite pour ça. Mais on l'a vu avec le décret paysage. Aujourd'hui, PS et Écolo ne font que courir derrière Raoul. Alors, je voudrais dire deux choses à Raoul. La première, c'est que tout son projet de société, il n'est pas neuf. Il a été appliqué dans des dizaines de pays à travers le monde. Il a été appliqué à différents moments de l'histoire. Ton projet de société, Raoul, le communisme, il a entraîné pauvreté, malgouvernance, violence, révolte sociale. Alors aujourd'hui, Raoul, j'ai un conseil pour toi. Ce conseil, il vaut pour Paul et Jean-Marc. Ce conseil, c'est de prendre une cure de détaxe. Notre pays est le champion du monde de la fiscalité. Quelle est l'idée de ces gens de rajouter 10 à 20 milliards d'impôts en plus? Alors ils vous diront que ce sont les ultra-riches. On n'est plus aux riches maintenant, on est les ultra-riches. Il y a peut-être les proto-riches, donc si vous avez des éléments de langage, n'hésitez pas. Les riches,
Pour eux, vous savez c'est qui? Alors on commence à avoir des éléments de réponse. Écolo nous dit qu'ils veulent une réforme fiscale pour les gens qui gagnent moins de 4 000 € bruts par mois. Savez-vous aujourd'hui qu'un enseignant avec 10 à 15 ans d'expérience est à plus que 4 000 € bruts? Alors moi, je voudrais le dire à toutes les enseignantes et les enseignants de ce pays. Non, vous n'êtes pas riches. Oui, vous aussi, vous méritez une baisse d'impôts. Et non, jamais, le mouvement réformateur ne divisera la classe moyenne. Cette baisse d'impôts, elle commencera par un élément majeur qui porte un nom un peu barbare sur le plan technique. Le relèvement de la quotité exonérée d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous commencez à payer de l'impôt dès que vous gagnez un peu plus de 10 000 € par an. Savez-vous que le revenu d'intégration sociale, qui est normalement l'allocation minimale, commence à plus de 15 000 € par an? Comment voulez-vous que les travailleuses et les travailleurs de ce pays soient récompensés s'ils payent de l'impôt avant d'avoir gagné l'équivalent de la plus faible allocation sociale? Et donc avec le mouvement réformateur, il n'y aura pas 1 € d'impôt avant la première allocation sociale. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux de Paul Magnette il y a 3 jours, où il disait que les travailleurs devaient toujours gagner plus que les inactifs. J'avais l'impression que c'était notre écho. Il serait grand temps qu'il s'en rende compte. Mais lui qui veut ajouter de l'impôt, sait-il qu'aujourd'hui, lorsque vous gagnez 1 € de plus que 15 000 € par an, eh bien, vous êtes déjà taxé à 40%. La taxation des riches, elle commence à 15 000 € par an. Alors, mesdames et messieurs, nous ne ferons pas que la quotité exemptée. Nous ferons en sorte qu'il y ait plus de progressivité de l'impôt. Parce qu'il est normal que les épaules les plus larges contribuent le plus. Mais aujourd'hui, nous ne considérons pas que les épaules les plus larges sont les femmes et les hommes qui font partie de la classe moyenne. Nous considérons que ces gens doivent bien sûr contribuer, mais doivent arrêter d'être matraqués fiscalement et doivent surtout pouvoir vivre dignement de leur travail avec au moins 500 € nets de plus que les allocations sociales. Alors, nous voudrons aussi aider, certainement qu'il y en a parmi vous, parce qu'il y en a de plus en plus dans le pays. Et le travail de David Clarinval n'y est pas pour rien. Mais nous voudrons aussi soutenir les femmes et les hommes qui prennent des risques, qui engagent leur patrimoine personnel pour fonder une petite entreprise. C'est eux les patrons en Wallonie et à Bruxelles. Ce n'est pas les grands magnats du capital. Il y a longtemps qu'ils n'ont plus leur siège social en Belgique. Aujourd'hui, les patrons dans notre pays, c'est des femmes et des hommes qui emploient 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, que dis-je, 20 personnes. C'est ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour permettre à d'autres d'avoir une activité. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur voudra baisser la fiscalité des entreprises sur les petites et les plus petites des moyennes entreprises à 15%. Parce qu'aujourd'hui, le risque, ça doit se récompenser. Le risque, ça doit se remercier. Et je profite de cette occasion pour dire aux indépendantes et aux indépendants du pays, à celles et ceux qui créent de l'activité, qui peuvent se regarder dans une glace et être très fiers d'eux. Parce qu'au MR, on ne considère pas que l'ennemi, c'est le patron. On considère que le patron, c'est le moteur de la société.
Alors, je vais bientôt conclure. Je voudrais simplement vous dire 2 choses. La première, c'est merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça vient du fond du cœur et je voudrais le dire en particulier à mes collaborateurs. Parce que ces 5 années, elles ont été rock'n'roll, diront certains. En tout cas, elles ont été animées. Mais quand je vois cette salle ce soir, décidément, aujourd'hui, quand je vois cette salle aujourd'hui, quand je vois votre motivation, quand je vois les affiches en rue, quand je vois l'accueil qu'on nous réserve, je me dis que tout ça n'a pas été vain. Et donc aujourd'hui, je vous demanderai vraiment d'applaudir très chaleureusement l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du MR, parce qu'eux, vous ne les verrez pas sur la scène, mais ils font un travail colossal sur tous les dossiers. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de tout donner maintenant. Il reste 5 semaines. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Ayez confiance. Ayez la confiance d'un enfant de 4 ans qui porte un costume de Batman. Cet enfant, il pense qu'il peut tout faire. Il n'a pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas d'échec plus grand que de ne pas essayer. Alors sur ces élections, on s'est mis en danger. On a voulu aller parler à un autre public. On va aller dans tous les endroits qui ne sont pas favorables. On va passer beaucoup de temps. Oui, c'est un risque. C'est un risque parce que personne ne peut savoir si ça va marcher. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que ce projet, toute une série de gens dans notre population l'attendent. Nos idées sont soutenues par 50, 60, 70% de la population. Il faut juste aller les voir. Il faut juste leur expliquer, il faut leur montrer que c'est notre projet. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre avec nos 376 candidats, avec des listes qui n'ont jamais été aussi fortes, qui sont un mélange de nouveaux candidats, de candidats expérimentés, de jeunes, d'aînés, de gens qui viennent du monde du travail, de gens qui ont l'expérience politique, de gens qui militent depuis 30 ans au MR et d'autres qui viennent seulement de nous rejoindre. Ces listes, elles sont belles. Elles sont belles parce qu'elles sont à l'image de notre société. Alors donnez tout, encore une fois. Soyez fiers d'être des libéraux et dites-vous que le 9 juin prochain, grâce au MR, l'avenir, c'est clair.